Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine à un invité de Outre-mer. Elle vient de la France. Alors, c'est une jeune fille que je pense autour de 32 ans, toute jeune. Elle a pris jeune. Écoute, c'est une combattante. Elle se bat pour... elle doit se battre avec les médecins pour lui dire qu'elle a de la sclérose. Puis en tout cas, bref, elle a travaillé bien fort pour avoir son diagnostic. Ça a pris quand même une couple d'années, là, je vous le dis. C'est impressionnant. Et puis, au bout de la ligne, elle a réussi. Puis, elle a des belles pensées aussi. Alors, je vous invite à partager avec elle sa vie, comment est-ce que c'est. Puis, les Cipiens, puis la CEP, puis tout le kit, là. On s'en va en France. Alors, on s'en va avec Chloé Lemaire. Bon podcast. Elle est avec moi ce matin en direct. Écoutez, mesdames, messieurs, on est loin aujourd'hui, là. Je vous le dis tout de suite. On est l'autre bord de l'Atlantique. On est en France. Exactement, elle va nous le dire. Et puis, c'est merveilleux. Alors, on accueille Chloé Lemaire. Alors, Chloé Lemaire, comment va ta santé, la sclérose en plaques en commençant? Puis après ça, le reste, comment va? Bonjour tout le monde. Écoutez, moi ça va très bien en ce moment parce que j'ai reçu ma dose d'Ocrevus il y a 2 mois. C'était ma deuxième dose et en fait ça me va trop bien comme traitement. Et Ah oui? je redécouvre des capacités que j'avais perdues depuis extrêmement longtemps, que je m'en étais même pas aperçue. Et en fait, j'adore ce traitement. Ah Alors, oui, ça te va bien. Écoute, ce traitement-là, je sais qu'il est quand même assez populaire puis récent aussi en même temps. mais Et oui. pour situer les gens, ça fait combien de temps tu as la sclérose? Quel âge que tu as? C'est quoi qui arrive à Chloé Lemaire? Bon, alors, je vais vous expliquer tout le... En fait, j'ai perdu la vue à mes 16 ans, Oh, c'est jeune. en 2007. J'ai fait une névrite optique. En réalité, c'était une névrite optique. Sauf qu'à l'époque, je suis passée à l'hôpital parce que je ne comprenais pas, je ne voyais rien de l'œil. Enfin, c'était tout mon œil gauche, je ne voyais rien du tout. Je me prenais les murs blancs d'ailleurs. Et du coup, je suis allée à l'hôpital un 1er mai. Donc, c'est férié en France. Donc, c'était sympathique. Il y avait un monde de dingue. Enfin, c'était... Je suis arrivée et ils m'ont fait passer une IRM. Et en fait, ils ont découvert une tumeur cérébrale. Donc, Oh. forcément, la grosse angoisse, tout ça. Je me suis fait opérer de la tumeur cérébrale 2 mois après, 3 mois, en juillet 2007. Donc là, ils m'ont charcuté toute ma tête. Hein. Ah Mais oui? je n'avais toujours pas compris que c'était en fait la sclérose en plaques. Ils ont charcuté, ils ont refermé, mais ils n'ont pas enlevé la tumeur parce qu'en fait, ils se sont aperçus que s'ils l'enlevaient, ils me tuaient, en gros. Et du coup, j'ai continué à avoir des symptômes. Je me suis retrouvée en 2009, j'arrivais pas à faire 50 mètres à pied. J'étais très faible, même tenir une fourchette, c'était vraiment l'apothéose. C'était pesant. Une fourchette pèse 2 millions de livres. Hein, c'est drôle, hein, mais C'est c'est ça, ça, mais pareil. ça a fini que c'était mes grands-parents, alors que j'avais 21 ans, qui me donnaient à manger quand même. Aïe, aïe, ouais. Mais du coup, après, bon, j'ai un peu récupéré parce qu'on m'a mis sous cortisone, mais c'était pas genre le bolus, quoi. C'était de la cortisone en comprimé et c'était 60 mg par jour. OK. Donc, c'est vraiment des chatouilles. Donc, du coup, j'ai eu ça, donc ça m'a un petit peu requinqué, mais c'était vraiment pas grand-chose. Par la suite, je me suis mise à marcher avec une canne en 2011 et je ne l'ai pas quittée pendant 9 ans. Et j'étais toujours pas diagnostiquée pour la sclérose en plaques. Hein. J'étais suivie tous les 6 mois, je faisais des IRM pour ma tumeur pour contrôler si elle ne bougeait pas, tout ça. Elle ne bougeait pas. Et aucun médecin n'a tilté que en fait, c'était pas la tumeur en fait. Donc, j'ai continué comme ça et moi, j'ai commencé à bien m'apercevoir que c'était la sclérose en plaques.
Je l'ai dit, redit. Les médecins n'écoutaient pas, ne voulaient pas essayer un diagnostic. Ils disaient non, non, c'est la tumeur, alors que la tumeur ne bougeait pas. Mais je savais très bien que ma cousine a la sclérose en plaques et tous les symptômes qu'elle me disait avoir, je les avais. Et j'en avais plus encore que je trouvais sur Internet. Donc, tu avais quelqu'un de la famille qui avait la maladie, donc tu avais beaucoup d'informations qui t'étaient transmises. Pas tellement, malheureusement, parce que ma cousine, en fait, j'ai pas eu de contact avec elle pendant 20 ans, parce qu'il y a eu des affaires familiales, il y a eu des problèmes. Et en fait, quand j'ai repris contact avec elle, j'ai appris qu'elle avait la sclérose en plaques. Elle a été, elle, diagnostiquée en 2006. Et moi, j'ai repris contact avec elle en 2014, je crois. Okay. Donc, quand elle a commencé à... Moi, j'avais déjà des soupçons en 2011. Je pensais déjà à la sclérose en plaques parce que j'avais cherché sur Internet. Mais les médecins ne me croyaient pas. Donc, je me disais, ouais, tu te fais des films, t'es hypochondriaque. Enfin, je pensais que c'était dans ma tête. J'ai une question, oui, j'ai une question justement là-dessus. Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce que je suis en train de devenir folle? Ah oui, littéralement. Bah, surtout que moi, ma tumeur cérébrale est considérée comme un cancer. Okay. Je ne le considère pas comme un cancer, mais c'est un cancer. Les médecins, j'ai un cancérologue, enfin voilà. Mais pour moi, ma tumeur, c'était déjà beaucoup. J'ai eu une opération qui a duré 8 heures. J'ai failli mourir. Pour moi, je le suis, mais enfin, je suis morte et je suis revenue, en fait. Est-ce que tu as vu la lumière? C'est pas de la lumière, c'est pas pour moi. Non? J'ai vécu quelque chose. Oui. Voilà, mais ça, après, c'est autre chose. Mais clairement, oui, on m'a toujours dit que clairement, je ne vivrais pas longtemps. Et en plus, le pire, c'est qu'après, ils ont découvert que j'étais née avec. Ouais. Pour moi, la sclérose en plaques me parlait beaucoup plus, en fait. Et quand ma cousine, j'ai commencé à parler avec elle, qu'elle m'a parlé de sa maladie, que en fait, je me reflétais totalement là-dedans. Je disais, mais c'est pas possible, c'est ce que j'ai, en fait. Et du coup, j'ai commencé à parler à ma mère. Ma mère m'a dit, non, non, c'est pas possible. Mais parce qu'en tant que mère, je pense qu'elle n'avait pas envie, parce qu'elle avait peur. Et j'en ai parlé à mon père, mais il a eu le même réflexe. Donc, le déni, qu'on appelle le déni, ils ne veulent pas le voir. Totalement. Bah, ma mère, du coup, quand j'ai été diagnostiquée en 2020, parce que j'ai enfin changé de cancérologue, et ma cancérologue actuelle a accepté que je fasse le diagnostic, et en un mois, c'était fait. Donc, j'ai fait ponction lombaire. Je ne sais même plus tellement j'en ai fait. Et j'ai repassé un IRM alors que ça faisait 9 ans que je passais tous les 6 mois des IRM pour la tumeur. Et en fait, ma neurologue, quand elle m'a annoncé que oui, en effet, j'avais bien la sclérose en plaques, bah, en fait, elle m'a un peu scotché parce qu'en fait, elle m'a dit, vous avez un cancer et la sclérose en plaques. Et en fait, quand elle a prononcé le mot cancer, c'est ça qui m'a plus blessée qu'autre chose. Mais la sclérose en plaques, je savais que je l'avais. Et en fait, quand elle m'a annoncé le diagnostic, elle m'a dit qu'elle allait me prendre en charge. Et là, j'ai dit, enfin, ça faisait 13 ans que j'attendais ça. Donc, je vais dire une chose. Moi, personnellement, j'ai attendu comme 6 ans à me penser comme j'étais fou, puis à me poser toutes les questions. Je ne veux même pas imaginer, toi, 13 ans, avec quelqu'un qui dit que tu as un cancer au cerveau quasiment, puis que tu vas mourir, tu ne vivras pas vieille. C'est quelque chose, là, je pense. Oui, ouais, c'est... Bah, surtout que moi, quand on m'a annoncé la tumeur cérébrale, j'étais hospitalisée et clairement, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils m'ont dit, vous avez une tumeur, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc, c'est pour ça que j'ai dû attendre mon opération qui était 3 mois après. Mais clairement, tous les jours, je ne savais pas si j'allais mourir. Mais c'est pas rassurant pour toi, là, quand tu entends ça, on va s'opérer, puis on ne sait pas c'est quoi que tu as, puis toi, tu vis avec le stress tous les jours. Là. Tu penses à ça tous les jours, là, parce que toi, tu penses que tu as un cancer. Là. J'avais 16 ans, je connaissais rien de la vie, en fait. Je m'apercevais que c'était peut-être la fin de ma vie, alors que je ne l'avais même pas commencé. Puis tu étais adolescente. On s'entend adolescente, ce que c'est. Normalement, c'est supposé être, tu cherches à être un adulte, puis
On C'est sait ce ça, que c'est. Hein? c'est ça. C'est- c'est- Toi, tu ne vivais pas la même chose qu'un adolescent normal, là, présentement, là, à ce moment-là. Non, non, j'étais vraiment très angoissée et en plus, je me suis mise en retrait de la société parce que je me suis aperçue que clairement, je ne vivais pas comme eux. Après, j'avais tellement eu un choc que je vivais plus comme les gens, en fait. Mais bon, ça, c'était lié à la tumeur. Mais la sclérose en plaques était déjà présente parce que maintenant, a posteriori, maintenant que je sais que c'était la sclérose en plaques qui agissait déjà à l'époque, j'ai encore des symptômes qui me reviennent quand j'avais 15 ans et que je ne savais pas que c'était ça à l'époque. Mais je me souviens, j'ai appris. Alors, je ne sais pas si en tant que sépien, vous savez, vous, distinguer la fatigue normale de la fatigue de la CEP. Moi, je suis totalement capable de me dire si je suis fatiguée de la CEP ou fatiguée normalement. Ouais. Ça, Et c'est vrai ce que tu dis là. Ça, c'est notre affaire. En vieillissant, c'est la même chose. Excuse, quand on vieillit, les gens disent ah, ben là, je suis un peu plus fatigué, tu sais, j'ai vieilli. Mais nous autres, on ne sait pas c'est quoi. Tu sais, moi, je suis rendu à 61 ans, puis je ne sais pas c'est quoi être fatigué normal parce que je suis tellement fatigué, c'est hallucinant. Je ne sais pas, toi, si tu dors dans l'après-midi, là, mais moi, je dors. Là. non, Ben, j'y arrive pas. d'accord. L'année dernière, j'étais sous Copaxone et c'était la Copaxone qui me tuait en fait. Mais Ah j'étais ouais, obligée de dormir. Maintenant, aujourd'hui, je fais 4 fois plus que ce que je faisais il y a quelques mois. c'est Merci, formidable. Phoenix, quoi. C'est formidable parce qu'un médicament te tuait, un autre te donnait un boost, là, comme on dit. Ah oui, mais c'est impressionnant là. J'ai eu qu'un seul bolus dans ma vie. En octobre 2021, j'étais sous Copaxone et en fait, ma neurologue s'est aperçue qu'en fait, la Copaxone chez moi ne marchait absolument pas, puisqu'en Mhm. fait, j'ai fait en un an de Copaxone, j'ai fait 4 poussées. Sauf que du coup, elle ne considérait pas, et c'est pour ça que je tiens à dire faut que les médecins nous écoutent. Parce qu'à 4 reprises, j'ai dit ça va pas. J'ai perdu l'usage de mon genou, j'ai perdu l'usage de ma hanche, j'ai perdu à un moment, j'ai refait une névrite optique. J'en ai fait 5 en tout dans ma vie de névrite optique. Et, euh, et du coup, j'ai dit à mon médecin, je suis en poussée là, je sens que je suis en poussée. Et elle ne m'a pas écoutée. Elle me dit, mais non, vous êtes sous Copaxone, il n'y a pas de risque. Et tout ça. IRM? Ah bah oui, peut-être. Ah bah oui, peut-être. Bah oui, non, mais c'est sûr en fait. Donc, C'est agréable de voir qu'on doit comme se battre pour faire valoir ce qu'on ressent et ce qu'on vit. Hein? C'est un ah peu mais ça. ça, Là. bah, pour moi, c'est dans mes viscères, j'ai besoin. C'est pas possible qu'on ne nous écoute pas. Parce que déjà, vis-à-vis du fait qu'on est très soumis au handicap invisible, personne ne nous écoute. Moi j'avais 16 ans quand j'ai eu ma première carte handicapée. En France, on a la carte inclusion pour avoir la priorité dans les caisses, dans les supermarchés, mais on a aussi la carte pour véhicule. Mais moi, pour véhicule, j'en avais pas besoin. À 16 ans, j'avais pas le permis, donc Mhm. pas utile. Mais la carte pour avoir la place dans le bus, par exemple, je l'avais. Sauf que les gens c'était horrible. On m'a dit que j'étais trop jeune pour être handicapée, alors que littéralement, je l'étais. C'est cruel un peu en même temps, hein, parce que le regard des autres qui ne comprennent rien à la maladie, d'ailleurs, c'est une maladie très mal connue de tout le monde. Hein, je pense que c'est général dans le monde entier. Là. Il y a pas, c'est pas tout le monde qui connaît la sclérose en plaques. Là. Fait que c'est sûr que toi, à 16 ans, j'ose pas imaginer comment tu devais te sentir auprès de d'autres jeunes comme toi qui sont en feu puis en forme, puis il te regarde quasiment en disant c'est une folle ou elle n'est pas normale. T'avais-tu des commentaires négatifs ou pas violents, mais tu sais, méchants ou quelque chose du genre? T'en avais? Non, moi, je me souviens surtout d'une fois.
ça m'avait fait sortir de moi et du coup, j'étais sortie du bus. Parce que, et j'étais pas du tout chez moi, hein. Je suis sortie du bus parce que sinon, j'étais capable de devenir violente. Donc, j'ai préféré protéger. Mais en fait, je suis montée dans le bus et il y avait une quantité industrielle de personnes. Et moi, j'ai trouvé vite fait une place assise, qui n'était pas une des places handicapées en plus. C'était une place assise en hauteur. Donc, OK. j'étais pas encore en grande difficulté pour l'atteindre. Donc, j'ai dit, bon, bah, je laisse les personnes handicapées, réellement handicapées encore plus que moi, prendre cette place. Et moi, je prends un petit peu plus haut. C'est difficile pour moi, mais j'y arrive encore. Donc, tant que j'y arrive, je le fais. Et je me suis placée là, et il y a une dame, c'était en plein hiver, parce que je suis dans une région en France où il y a le plus de neige. Ah, Donc, dis-nous donc ce que t'es, là. Dis-nous ce que t'es, là. C'est quoi l'endroit en France, là? je suis en Haute-Savoie. Comment? Excuse? En Haute-Savoie, En Haute-Savoie. ouais. Donc, je suis Là, il y a de la neige. Et là, présentement, là, t'en as, toi. Nous autres, on n'en a pas, puis toi, t'en as. Ah bah là, oui, là, j'en ai, mais hier, j'en avais pas. La température, es-tu froide? C'est quoi que fait comme température dans Non, ton... là, il fait 0. Là, tout de suite, il fait 0. Ce matin, quand je me suis levée à 7 heures, il faisait -4. OK. Et ça descend rarement en dessous, hein, franchement. OK. Par rapport au Québec, moi, je rêverais d'aller au Québec, hein. Ah oui? Ah oui, bah d'ailleurs, je discute avec une sépienne qui est au Québec. Et, OK. et quand elle me dit qu'elle a 10 centimètres de neige et tout, nous, on a à peine 5 centimètres. Mais par contre, moi, je déteste la neige. OK. J'ai horreur de ça. Est-ce que vous êtes équipé de pneus à neige ou c'est Ah des oui, pneus Oui? oui. Et d'ailleurs, il y a une loi qui vient de passer comme quoi on a un département en France obligatoire pour les pneus neige. D'un côté, ça me paraît logique, mais nous mettre la pression pour ça, c'est un petit peu bête. Mais c'est normal, c'est le gouvernement, il n'est pas tout là. Mais C'est pas des tracteurs, mais c'est d'autres gars qui n'écoutent pas tout le temps. Ah non, mais le gouvernement en France, il est. En ce moment, il faut fuir, hein. C'est n'importe Ah quoi. oui? Ah, c'est. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est qui déjà votre président? C'est Macron, je pense son nom, c'est ça? Oui, c'est Macron. Ouais. C'est un jeune. Ah, il est jeune en plus, un peu. Ah, Hein? il est jeune, mais il se fait de plus en plus de cheveux blancs, hein. Il est en train de se collectionner des cheveux blancs. C'est sûr que de diriger, c'est quand même gros, Oui, là. oui, bah oui, c'est sûr. Mais bon, après, franchement, il est un peu à côté de la plaque, hein, clairement. Ah, ça, écoute, fais-toi-en pas. Là, écoute, je vais aller dans tes questions, mais je sais que tu as parlé une couple d'affaires là, de ce qu'on vient de se dire, mais on va voir c'est quoi que tu n'as pas. Bon, OK. La maladie est propre et OK, chacun va l'aller tel qu'il est écrit. OK? La maladie est propre à chaque personne porteuse car le ressenti est propre à chacun. Mm. Ça dit deux, trois affaires, ça. Genre, comment t'expliques ce que tu dis là? Alors moi, je suis déjà née et j'ai été éduquée d'une façon à ce que je me plaigne pas. Donc en fait, quand j'ai perdu la vue en 2007, en fait, je l'ai perdue réellement en 2006. Parce qu'en fait, je l'ai perdue en décembre 2006, je crois, dans mes souvenirs, hein. J'ai dit à personne que j'avais perdu la vue et en fait, ça a été très progressif. Et c'était vraiment en 2007, en mai 2007, où là, vraiment, c'est devenu vraiment problématique parce que je commençais à me prendre les murs. J'étais vraiment, ça me gênait réellement. Alors Ouais, qu'avant, tu avais commencé à apprendre à marcher avec les murs, comme on dit, hein? oui, ouais, c'est ça. Je me prenais tous les murs, j'avais des bleus, mais c'était. Est-ce que tu tombais? Ça t'arrivait-tu de tomber aussi? Alors, du coup, je me souviens d'une fois, mais j'avais 15 ans. J'avais pas perdu la vue. Je me souviens pas, je pense pas que j'avais perdu la vue à cette époque. Mais j'ai couru après le bus. Et à l'époque, moi, j'aimais bien le sport. Je courais, j'adorais le basket, j'adorais la danse. Et en fait, j'ai couru après le bus et je me suis écroulée derrière le bus, en fait. Et je me souviens d'une fille de ma classe qui m'a vue et qui a rigolé.
elle s'est esclaffée. Je me suis levée, j'ai pris le bus et j'ai pleuré dans le bus. Oui. Et maintenant, a posteriori, vraiment très longtemps après, je m'aperçois qu'en fait, c'était les tout premiers symptômes. Et je me souviens aussi d'une fois où j'ai 2 grandes sœurs, dont une qui adorait lire, et du coup, elle voulait m'emmener dans une boutique pour lire. Et j'avais 15 ans aussi. Et elle m'a dit, viens, on va être en retard, la boutique, elle va fermer. Et en fait, je me souviens que j'étais extrêmement fatiguée à cette époque. Et c'est la première fois que j'ai ressenti la fatigue de la CEP. Mais je ne savais pas à l'époque que c'était la fatigue de la CEP parce que j'étais une gamine. Et en fait, je me souviens juste du sentiment que j'avais juste envie que plus rien n'existe et que je dorme et dorme tout le temps. Et ça, c'est vraiment le sentiment que j'ai actuellement quand j'ai une fatigue de CEP. Parce que là, actuellement, je suis fatiguée, mais je sais que ce n'est pas la fatigue de la CEP, là. Là, je sais que c'est la fatigue que j'ai fait 10 000 cartons, que je suis crevée parce que j'ai le déménagement, que je dois prendre en charge mon fils, que je dois prendre en charge mon conjoint pour que j'aille le chercher au boulot tout à l'heure. J'ai plein de choses à faire. Donc, c'est ça que je sais que là, c'est une fatigue normale, je dirais. Et puis, C'est une fatigue normale, mais ça s'accumule un peu avec la sclérose en plaques aussi, la fatigue. Mais à un moment donné, je m'aperçois aussi qu'à des moments, j'ai la fatigue de la CEP qui se cumule à la fatigue normale. Et là, je sais que c'est les deux. Mais là, actuellement, je sais que là, j'ai que la fatigue normale. Mais je sais que ça ne va pas tarder. Toi, ton diagnostic sclérose en plaques, est-ce que tu es progressif primaire, secondaire ou poussée-rémission? Non, je suis sur le papier, je suis en régressive, je ne sais même plus, la plus courante. Ben, c'est la plus courante, c'est poussée-rémission, là, pour nous autres. Oui, voilà, c'est ça. Normalement, sur le papier, je suis ça, sauf que ma neurologue pense que je suis passée et qu'elle a rien pour le confirmer pour l'instant, que je suis passée en régressive secondaire. Secondaire, OK. Et moi, je pense que je suis aussi parce qu'elle ne voit plus de taches blanches sur mes IRM. OK. C'est ce qu'elle me dit. Elle me dit qu'il n'y a plus de plaques, mais il y a des symptômes. Oui, c'est ça. Tu ne nous as pas situé sur ton âge. Écoute, on t'entend parler que tu as réussi à 16 ans, mais on dirait que tu en as 22. Fait que 32. Hein? J'ai 32 ans. Tu as 32 ans, tu es toute jeune. Hey, écoute, bon, OK. Là, tu disais, je considère que les médecins doivent mieux écouter ce que les patients expriment. Ça en a parlé un petit peu tantôt. J'ai mis 13 ans à comprendre ça. Fait que tu peux détailler encore un peu là-dessus si tu veux. Déjà, moi, j'ai été suivie par mon cancérologue, le premier qui m'a suivie depuis mes 16 ans, que je voyais soit tous les 6 mois, soit tous les 1 an, parce qu'elle a quand même tendance à saigner, ma tumeur, ça lui arrive. Mais à mon avis, la tumeur est liée à ma sclérose en plaques, je pense. Et c'est d'ailleurs, du coup, mon cancérologue est parti à la retraite en 2019. Du coup, il m'a transmis à ma cancérologue actuelle, qui est jeune, qui sort de l'école, tout ça. Et c'est elle, quand je lui ai dit que je pensais avoir la sclérose en plaques et que j'en étais même persuadée, elle m'a dit, écoutez, à la prochaine fois où vous me dites que vous avez l'impression que ça ne va pas du tout et que c'est potentiellement une poussée, comme vous dites, je vous oriente vers un neurologue. Et c'est ce qui s'est passé. Sauf que du coup, vu que mon cancérologue s'alternait avec ma cancérologue, puisque lui n'était pas totalement parti et elle arrivait tout juste. Okay. Et du coup, je suis allée voir mon cancérologue 6 mois avant mon diagnostic de la sclérose en plaques. Et il m'a dit, non, tu n'as pas la sclérose en plaques. 6 mois avant. OK. Alors que du coup, j'ai été diagnostiquée, ma neurologue m'a dit, elle a retracé tous mes IRM que j'avais depuis plus de 9 ans et elle a dit,
ça fait 9 ans minimum que vous avez la sclérose en plaques. J'aurais le goût de te faire une blague en disant c'est quoi le nom de ton cancérologue? J'aimerais ça l'avoir me soigner. Si tu veux vraiment savoir, parce que le pire, c'est qu'il a un nom très très drôle. Ah oui? C'est quoi ça? Docteur Frappaz. Frappaz. Oh, oh. Ouais. Et le pire, il ressemble à Einstein. Est-ce que ça t'a pas tenté de dire finalement, si tu m'avais écouté, on aurait arrivé à avancer? Je trouve ça un peu spécial, surtout que tu l'avais mentionné, verbalisé. Ah oui, oui, mais disons que j'ai eu ma période où je m'en ai voulu énormément. Et puis, j'ai fait énormément de développement personnel sur moi-même et parce qu'avec ma nouvelle activité, justement. Et j'ai appris que clairement, bon, bah, il a fait une erreur, mais c'est peut-être aussi une erreur de ma part. Parce que j'ai pas changé de cancérologue. J'aurais peut-être changé de cancérologue moi-même. Peut-être qu'un autre cancérologue aurait diagnostiqué beaucoup plus tôt. Oui, c'est ça. Ben, en tout cas, surtout qu'en plus, moi, ça me fait capoter quand excuse l'expression, capoter. Oui, c'est quoi ça? Ça fait capoter. Mais tu sais, on se dit, tu sais, on verbalise des choses des fois. Et moi, c'est niaiseux, là, je vais dire, c'est carrément hors sujet. Mais j'avais parlé au CLSC, devais avoir une prise de sang, une pour le urologue, une pour la microbiologiste. Les deux demandaient une PCA, plus une pour l'infection. Je le verbalise, je dis, oublie pas, j'ai 2 docteurs pour 2 prescriptions différentes. Il y en a une, il faut que tu la fasses. Elle a dit, je vais m'assurer de tout ça. Finalement, elle a fait une prise de sang, un résultat, un médecin, l'autre n'avait pas de résultat. Le plus important, il n'y a pas eu de. En tout cas, les deux, c'est important, mais il n'y a pas eu de résultat parce qu'elle n'a pas écouté. Mais j'y avais dit. C'est pas comme si je n'avais pas dit, j'y ai dit. En tout cas, bref, c'est ça. C'est comme là, je suis suivie au niveau neurologique, mais ma cancérologue a décidé d'arrêter de me suivre. Alors que ma tumeur est toujours là. Hein. Mais t'as toujours une tumeur, toi, dans la tête, là. Ah bah moi, de toute façon, j'ai tout dans ma tête. Hein. Clairement, j'ai une tumeur. Et le pire, c'est que j'ai aucune lésion, j'ai aucune plaque de sclérose en plaques sur la colonne vertébrale. Hein. J'ai que dans la tête. Ah ouais, tout est dans la tête. Tout est ma tête, elle n'est pas bien, là. Moi, après 6 ans, ben, premièrement, il n'y avait pas de résonance, mais je suis un petit peu plus vieux que toi. Hein, j'ai le double de ton âge, moi, quasiment. C'est sûr que la résonance magnétique, c'était comme ça arrivait. Quand ils ont découvert ça, puis là, ils ont passé un IRM, boum, on a eu un résultat. Mais un neurologue ne te donne pas instantanément, moi en tout cas, ça n'a pas été instantanément un verdict sclérose en plaques, ça a pris des mois. Là. Je dirais même presque 1 an avant qu'il me donne un diagnostic. Ouais. Alors moi, les troubles urinaires, je les ai eus, j'étais pas encore adulte, j'avais 17 ans. Pour mes premiers troubles, mais je pensais que c'était normal, que c'était parce que je commençais à rentrer dans l'âge adulte et que parce que j'avais personne qui m'expliquait que on va attendre 9 fois aux toilettes. Je savais pas, moi. Donc, j'ai jamais cherché. Pour moi, c'était quelque chose encore de trop intime. J'avais 17 ans, je pouvais pas en parler. Pour moi, ça se faisait pas. Et donc, j'ai vécu avec et j'ai continué avec. Et en fait, quand j'ai été diagnostiquée de la sclérose en plaques, du coup, ma neurologue m'a demandé et j'ai dit, mais ça fait des années. Et elle m'a dit, et vous n'avez jamais parlé à votre médecin? Je dis, bah non, pour moi, c'était normal. Je pensais que c'était normal. C'est ça, tu arrives avec un point intéressant pour les auditeurs. Et c'est peut-être assez important de ne pas se gêner de dire tout ce qu'on vit dans le fond. Hein? Parce que on peut penser à une affaire qui est banale des fois, puis on dit, je ne dirais pas ça. Mais tu sais, quand on en parle, puis oups, ça donne des indications des fois au médecin qui dit, oh, peut-être que, ouais, on va vérifier ça. Fait que, tu sais, c'est bon de dire tout, autrement dit, au docteur. Je pense que on est les premiers docteurs, hein, tu le sais. T'es la première docteur, c'est toi qui t'es soigné en premier. Tu savais déjà que tu avais la sclérose en plus, puis qu'il n'y a pas personne qui t'écoutait. Fait qu'il aurait fallu que
que tu aies un président pour t'appuyer. Oui, oui. Quelqu'un qui est en arrière de toi pour te pousser. Là. Écoute, j'avais avec une autre ligne de texte que tu m'as écrit. Oui. Je trouve important qu'on puisse vivre en prenant en compte ça, de fait. Hein, je pense compte qu'on n'est que des cipiens. Des personnes. Ah, OK, non, c'est bon, c'est une autre question, ça. Tu dis qu'on est des personnes à part entière. Alors, exprime-toi là-dessus, Chloé. Alors, moi, en fait, tant que je n'étais pas diagnostiquée sépienne. Hey, 100% ici, c'est spécial, hein, sépien. Là, nous autres, on n'est pas habitués à ça. Là. Vous êtes atteint de la CEP. Nous autres, c'est vraiment expression française. Hein? Oui, oui, bah non, c'est vrai qu'on. Mais aussi en Algérie, apparemment, ils utilisent aussi ce terme-là. Mais nous, moi, si tu veux, tant que j'étais pas, que c'était pas sur le papier, bah finalement, je le vivais bien. J'avais la CEP, ok, mais je le vivais bien. C'était pas. D'ailleurs, j'ai commencé à avoir une canne et à marcher totalement avec la canne en 2011. Et c'est l'année aussi où j'ai rencontré mon chéri. Et clairement, ça ne l'avait pas choqué. Et moi, de vivre avec la canne, en fait, c'était normal pour moi. Parce que j'avais pas le choix, en fait. Et du coup, je vivais, je voyais les gens, ils marchaient normalement, sans canne, sans rien. Mais pour moi, j'avais besoin d'une canne, donc je marchais avec la canne. Mais jamais je me posais la question de pourquoi j'avais la canne, en fait. C'était que c'était un besoin. Mais je me suis jamais dit, mais il faut que tu t'en débarrasses de la canne. Et puis en 2020, quand j'ai été diagnostiquée, ben là, j'ai eu plein de symptômes qui, je pense, se sont aggravés. Et c'était impressionnant parce que j'ai très mal vécu finalement depuis que je suis diagnostiquée. J'ai eu ma première dose d'Ocrevus en janvier. Mais jusque-là, la Copaxone m'a littéralement, elle m'a assommée. C'était impressionnant. Mais j'ai fait 4 poussées qui pour moi étaient pires que celles que j'avais vécues. Alors que pendant que j'étais pas diagnostiquée, mais que j'avais quand même la CEP, j'ai quand même fini 3 fois en fauteuil. J'ai repris la marche quand même derrière par la suite. Mais jamais j'ai eu l'impression que c'était vraiment si grave que ça. Alors que quand j'ai eu le diagnostic, bah, j'ai l'impression que tous les symptômes que j'ai eus, alors que j'ai pas du tout fini en fauteuil là. J'ai juste perdu l'usage de mon genou, perdu l'usage de ma hanche. J'ai aussi eu pendant le confinement en France en 2020, j'étais incapable d'ouvrir les yeux. J'ai eu une période comme ça où c'était impressionnant parce qu'en plus j'avais mon fils, il avait 3 ans à peu près. Mais c'était impressionnant, je ne pouvais pas lui dire arrête de faire ça, arrête de faire ça. Je ne le voyais pas. Je ne pouvais pas, j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Je parlais, je faisais tout, mais j'arrivais pas à ouvrir les yeux. Les yeux, les paupières ne voulaient pas lever. Là. Ah non, je ne voulais pas, quoi. Ou alors, il fallait que je lui mette une énergie, mais incommensurable. C'était impressionnant. Mais si, exemple, avec ton doigt, exemple, tu pouvais lever, est-ce que tu voyais quand même en le relevant, mettons, avec une main? J'ouvrais légèrement, je voyais tout flou parce que du coup, je n'ouvrais pas suffisamment. Donc, mais j'étais très faible et j'étais obligée d'être allongée puisque j'étais faible à un point. Et d'ailleurs, j'avais appelé plusieurs fois les urgences ici et ils n'ont jamais voulu m'hospitaliser. J'ai eu aussi mes difficultés respiratoires en 2021 et là, je n'arrivais plus à respirer. J'ai appelé 8 fois les urgences. Ils n'ont jamais voulu m'envoyer une ambulance. Respirer était très, très compliqué. Et encore aujourd'hui, ça reste compliqué.
Mais Respirer, ça veut dire que tu cherches à avoir de l'air, tu as de la misère à respirer. ouais, en fait, du coup, j'ai vu le premier, parce que ma neurologue, pour en revenir au fait que les médecins ne nous écoutent pas, ma neurologue ne m'a pas, je lui ai dit, écoutez, j'ai du mal à respirer, orientez-moi vers un pneumologue. Et elle ne l'a pas fait. Un an après, elle ne l'avait toujours pas fait. Et en fait, je suis allée voir mon médecin traitant, j'ai un peu tapé du poing sur la table, j'ai dit, il faut que je voie un pneumologue. Et elle m'a orientée vers un pneumologue que j'ai vu en fin 2021. Et en fait, il s'avère que mes poumons fonctionnent tout à fait bien, que ma respiration va super bien. C'est juste qu'en fait, clairement, c'est que j'ai du mal à respirer parce que j'ai un manque musculaire, à mon avis, et que ça doit être lié à mon diaphragme. Mais elle m'a fait faire une rééducation diaphragmatique. Et en fait, j'ai fait ma première rééducation chez un kiné. Et en fait, il s'est avéré que je sais comment faire maintenant et c'est moi qui fais la rééducation toute seule chez moi. Et ouais, c'est vraiment, j'avoue que ça me fait du bien en fait. En tout cas, je peux dire une affaire, c'est important à respirer. Ouais. Ouais. Ah non, mais c'est clair parce que j'ai eu des moments de panique, hein. J'ai ma sœur qui travaille au SAMU en France. Elle ne travaille pas dans ma région parce qu'elle n'habite pas dans ma région. Mais une fois, je l'ai appelée, j'ai dit, écoute, tu peux m'aider parce que le SAMU de ma région refuse de m'hospitaliser, mais je n'arrive pas à respirer. Et je lui parlais comme ça. J'arrivais pas, j'étais trop faible. Et c'est elle qui, en fait, en tant que sœur, j'avais un lien avec elle elle m'a rassurée, en fait. Et du coup, en fait, elle m'a fait me rendre compte que comme j'avais peur de ne pas respirer, je déclenchais aussi des crises d'angoisse qui m'empêchaient encore plus de respirer. Donc du coup, j'angoissais. Et en fait, j'ai fini par apprendre à éviter les crises d'angoisse et à dire que de toute façon, clairement, les médecins n'y faisaient rien sur le sujet d'avoir du mal à respirer. Donc en fait, il fallait que je comprenne et que j'avais du mal à respirer, que c'était lié à la sève et que j'avais pas à déclencher des crises d'angoisse parce que ça voulait aggraver la chose. Hey. Chloé, on a une dernière question que tu as écrite. Alors, j'y vais. Les Cipiens doivent comprendre que l'on peut gagner de l'argent passivement. Je te laisse le restant, c'est toi qui l'as écrit. Fait que, explique-nous ça, comment on fait pour gagner de l'argent passivement. J'aimerais ça, vous aussi. Oui. Alors moi, du coup, quand j'ai été diagnostiquée, donc je travaillais à l'époque, mais à la base, bon, j'étais déjà malade alors que j'étais en études. Et en études, j'étais en alternance. Donc, un coup, je travaillais, un coup, j'étais à l'école. Et il s'est avéré que je commençais déjà à me faire licencier. OK. Je me suis fait licencier à 3 reprises alors que j'étais en alternance. Parce que clairement, en fait, j'avais déjà mes problèmes. Je savais que j'avais déjà des problèmes de mémoire. Enfin, c'était pas la mémoire qui était atteinte, mais je savais très bien que enfin, je travaillais mal parce que je me souvenais pas forcément de ce que j'avais fait au bon moment. Parce que le problème avec la CEP, c'est on n'associe pas forcément quelque chose à autre chose. Enfin, je sais pas, c'est des moyens mémotechniques le lien ne se fait pas correctement. Parce que ma neuropsychologue avait fait un test pour voir, donc j'ai pas de problème de mémoire, mais on n'est pas capable de ressortir un élément qu'on sait qu'on a en mémoire. Pas facilement, du moins. Il faut nous donner l'indice. Et du coup, moi, si on ne me donnait pas l'indice, ça ne marchait pas. Donc, du coup, je me faisais licencier. Je me suis fait licencier à de nombreuses reprises. Et j'ai fini par trouver un boulot pendant 4 ans au 115 de Haute-Savoie. Donc,
j'étais censée héberger les personnes qui étaient à la rue, les SDF. Mais à l'époque, tous les soucis qu'il y avait dans l'entreprise, ben, c'était moi qui prenais. Alors que j'ai appris par la suite qu'en fait, c'était ma collègue qui les faisait. Et c'était moi qui prenais. Parce que c'était moi qui étais reconnue travailleur handicapé. OK. Mais ça m'a beaucoup atteint et j'ai fini par diminuer mes contrats de travail parce que je me suis aperçue que j'étais plus capable de faire 35 heures de travail. Bon, chez vous, vous devez travailler beaucoup plus, mais non, moi, c'est 35 heures, c'est une maxi ici. C'est une maxi, ça dépend. Il y en a même, ils arrivent à faire 42 heures. Mais ouais, il y a du 40 ici, là. C'est pas mal 35-40 les heures, là. C'est pas mal. Ouais, c'est ça. Mais du coup, moi, à 35 heures, j'en pouvais déjà plus. C'était pas possible. Donc, j'ai continué. J'ai trouvé du travail à 28 heures. Mais je trouvais que c'était encore trop. J'étais vraiment trop épuisée, trop. Et à l'époque, j'étais pas diagnostiquée. Donc, et d'ailleurs, après, j'ai eu mon fils que j'ai fait aussi dans la précipitation. J'avais 25 ans et en fait, ma cousine qui est beaucoup plus âgée que moi et qui a la CEP, ses neurologues lui avaient interdit d'avoir un enfant. Mhm. Du coup, moi, j'ai eu peur qu'on m'interdise. J'ai dit, il faut que je l'ai avant d'avoir mon diagnostic. Du coup, j'ai fait exprès de un peu précipiter les choses. Donc, et d'ailleurs, je m'en veux énormément de ça parce que mon fils était prématuré, parce que je marchais avec la canne, donc je boitais énormément. Et j'ai toujours associé le fait qu'il soit prématuré à cause du fait que je boitais. Parce que j'étais dilatée 2 mois avant sa naissance, alors qu'il est né 1 mois à l'avance. Donc, il aurait pu être gravement touché. Et heureusement, il n'a pas été touché, mais En tout cas, de toute façon, tu es très contente de l'avoir. Hein? il est ma motivation impressionnante. Ah, c'est impressionnant. Et d'ailleurs, il est ma motivation actuelle pour mon activité. Parce que du coup, en 2020, je me suis fait licencier à 3 endroits alors que je ne travaillais qu'à mi-temps. On m'a reproché mon handicap, hein, littéralement. Mais on m'a dit que j'étais trop lente, alors que c'est clairement mon handicap. C'est comme la chose numéro 1 de quelqu'un qui a la sclérose, là, la CEP. C'est ça. Je suis rendu, je parle français. Là. La CEP. Voilà. Et le pire, c'est que je travaillais à l'époque, c'était à Pôle emploi. Donc, c'est le truc pour t'aider à trouver du travail. En France, c'est n'importe quoi. Alors que j'ai eu 2 contrats chez eux et ils m'ont licencié. Enfin, c'est grand n'importe quoi. Mais du coup, j'ai fini par me renseigner un petit peu pour travailler de chez moi. OK. Et j'ai découvert le marketing de réseau. OK. Donc, je sais que ça, c'est international. Donc, et l'avantage, c'est que je travaille à ma façon, avec mon propre emploi du temps, puisque c'est moi qui crée mon propre emploi du temps. Et récemment, j'ai trouvé une société qui m'aide à gagner de l'argent de façon passive et de ne pas échanger mon temps contre de l'argent. Et ça, j'adore parce que il y a des jours où je me lève et je suis fatiguée parce que la CEP est là et elle me rappelle à l'ordre en me disant je suis là. Faut que tu... C'est le directeur général, hein, ça. Ah ouais, non, mais c'est elle qui décide tout, ça c'est sûr. bah, c'est ça. Et du coup, en fait, moi, tout ce que je me souviens de quand j'étais dans des entreprises, c'était que de toute façon, tous les jours, tu devais te lever et aller au boulot. Mais là, ce que tu fais présentement, c'est comme être à ton compte, si on veut. Tu Oui. gagnes des sous. Est-ce que tu gagnes des sous plus que si tu travaillerais pour un employeur? C'est quoi que ça représente? Tu travailles 2 heures, 3 heures, 4 heures? Ça représente quoi, ça, quand tu fais ça? Alors, du coup, actuellement,
je travaille, j'essaye de ne pas dépasser les 3 heures par jour. Et à vrai dire, je prends tellement de plaisir à le faire que ça arrive beaucoup du fait que je travaille pour mon plaisir, en fait. Mais c'est-tu quelque chose que tu fais au téléphone? Est-ce que tu approches des gens téléphoniquement ou... Je suis sur les réseaux sociaux. Je suis aussi en contact face à face avec des gens que je côtoie. Le but, c'est la société, d'être en lien avec les gens, en fait. Et du coup, de leur transmettre ce que moi, j'ai découvert. Et c'est vraiment extrêmement bénéfique. Et en plus, ça m'apporte aussi le côté de me faire un développement personnel. Et j'avoue que depuis que je fais du développement personnel par moi-même, bah, j'ai des symptômes qui sont beaucoup moins forts. Et d'ailleurs, mon trouble urinaire, j'étais à 8 sondages par jour. Actuellement, j'en suis à 3. Et je ne suis plus du tout traitée par mon urologue. Parce que justement, mon urologue m'avait mis sous toxine botulique. Mais c'est l'horreur de ce truc, c'est fini, j'en veux plus jamais de ma vie. Ah non, mais c'est horrible ça. Déjà, alors, quand on l'administre, c'est une horreur comme c'est une souffrance. Autant là, je vais parler aux femmes, mais clairement, j'ai vécu un accouchement. Hein. Alors, j'ai pas vécu l'accouchement comme vous le voyez, parce que je suis arrivée à la maternité, mon bébé sortait déjà. Donc, j'ai vécu les contractions réelles, mais j'ai pas pu pousser. Je pouvais pas pousser vis-à-vis de la tumeur. Parce que si je poussais, j'avais le risque qu'elle éclate et que je meure. Donc ils m'ont endormi, ils l'ont sorti. Mais moi, je dormais. Mais j'ai vécu quand même les contractions, le truc qui est bien douloureux, là, que toutes les femmes, le jour où elles accouchent, elles savent ce que c'est. Ah, ben, moi, je connais ça, là, c'est pas pareil. Oui, j'ai fait des pierres au rein. Ça a l'air que c'est proche d'un accouchement, mais c'est pas Ah sûr. ouais, non, mais c'est ça. Ouais, bah moi, la toxine botulique, quand on me l'a injectée dans ma vessie, bah clairement, l'accouchement, c'est rien du tout. Ah ouais, ah, je me souviens. Hein. Je l'ai fait Ouais. une fois, du coup. Et en fait, ça m'a causé d'autres problèmes derrière. Parce que oui, c'est sûr, on va moins aux toilettes, on a besoin de se sonder, on se sonde, il n'y a pas de souci. Mais moi, du coup, ça m'a empêché d'aller à la selle. Ah, Et du coup, je suis passée au lavage, au périscopie. ah, écoute, t'as toujours de quoi avec ce maudit sclérose-là. Hein? Ah Ah, non, mais du coup, en fait, du coup, c'était en mars 2022 que j'ai eu mon injection de toxine botulique. Et je me suis aperçue en mai 2022 qu'elle disparaissait. Et c'est bizarre, je suis retournée aux toilettes à la salle normalement. Donc je me suis dit, bah en fait, c'est la toxine botulique qui me fait ça. Du coup, j'ai dit à mon neurologue qui m'a dit, on va refaire une injection. J'ai dit non, 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 non. Il m'a dit si, 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 si. Et j'ai dit non, 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 non. Et du coup, il m'a encore appelé la semaine dernière. Il m'a dit vous nécessitez peut-être une injection de toxine. J'ai dit non, 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 hein, c'est pas possible. Il dit non, non, je préfère aller 10 fois aux toilettes plutôt que de de constipé, avoir de plus capable d'aller à la toilette carrément, là, ça, c'est pas le fun. mal à un point. Les lavages, c'est une horreur comme ça fait mal. Ben, Et, ça n'a pas de bon sens. ah non, Écoute, un dernier mot de la fin, Madame Chloé, c'est la fin. On termine avec toi, un petit mot de la fin. euh, juste laissez bien, il faut vraiment croire en vous. Parce que n'oubliez pas que le mot maladie, c'est mal à dit. C'est le corps qui a mal à dire. Si votre corps a du mal à dire quelque chose, il faut l'écouter en fait. Réellement, il faut l'écouter. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Faut pas avoir peur d'affronter les médecins, autrement dit.
Ah non, ah non, ah bah non. Moi, j'ai eu peur longtemps d'affronter les médecins. Mais maintenant, je l'ai dit à mon médecin traitant l'autre fois, elle m'a donné une crème hydratante parce que c'était au moment, juste avant que j'ai mon injection de toxine botulique, j'ai eu une période où j'allais aux toilettes toutes les 10 minutes et je me sondais toutes les 10 minutes. Et ça a duré un mois comme ça. Okay. Et ma neurologue avait refusé de m'hospitaliser à ce moment-là. M'avait dit que c'était pas une poussée, tout ça. Alors que clairement, pour moi, c'était une poussée, mais bon. Et du coup, en fait, j'ai été voir mon médecin traitant qui m'a orienté vers l'urologue. L'urologue m'a fait la toxine botulique. Et le problème, c'est que du coup, j'avais souffert du fait que du coup, je me déshydratais énormément. J'étais arrivée à un stade où j'avais plus de peau tellement elle était abîmée. Et mon médecin traitant m'a donné une crème qu'elle avait même pas testée elle-même. Et je me dis, est-ce que ça va marcher? Et en fait, bah non, ça n'a pas du tout marché. Et je suis revenue vers elle et j'avais essayé mes crèmes un mois. Et en fait, parce que je suis très prenante des produits naturels. Et j'ai découvert, et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai arrêté la canne, c'est en prenant de l'aloe vera. Et, euh, et clairement, j'ai pris mes crèmes à base d'aloe vera, justement. Et j'ai amené chez mon médecin traitant et je lui ai dit, ça, c'est des crèmes. Et ça, réellement, j'ai plus de déshydratation. Et je suis bien. Et essayez de croire en nous, quoi. Clairement, on n'est que des patients à vos yeux. Mais clairement, mais on sait ce qu'on a dans notre corps. Et c'est nous qui avons du mal à dire justement quelque chose. Donc écoutez-nous. Hey, Chloé, sur ces 100 derniers mots de la fin, Oui. t'as beaucoup de jasettes. Ah, c'est facile de parler, toi. Alors, ça fait un grand plaisir de t'avoir avec nous partagé en direct de la France. Et puis, on va te souhaiter une bonne continuité dans ta maladie. On va te souhaiter de rester positive. Madame aussi, là, je vais donner 3 secondes pour dire, elle a un site Internet aussi hein, qu'elle gère à bout de bras. C'est quoi le site, Chloé? Alors, sur Facebook, j'ai un groupe Je vis la sclérose en plaques. Et actuellement, là, il s'appelle Je vis la sclérose en plaques et je le vis bien. Parce qu'on peut vivre bien avec la sclérose en plaques. Tu as transformé, tu as mis une touche de positif dans ton nom. C'est pas moi, c'est Selma Sarah. Ah, OK. Et j'ai appris, parce qu'on s'est connus sur Facebook, justement, et on a appris qu'on vivait dans la même ville, en fait. On ne s'est toujours pas vus, hein, mais on vit dans la même ville, on a la même maladie. Il faut vraiment qu'on se voit, sauf que du coup, je déménage dans 4 jours. Il faut vraiment que je trouve un moyen de la voir. OK. Bonnes vacances des fêtes. Merci. Bonnes vacances des fêtes. On ne sait pas si les vidéos vont passer avant les fêtes, mais en tout cas, nous autres, on a tourné avant les fêtes. En tout cas, on va te souhaiter des joyeuses fêtes. Nous, ça y est, les fêtes arrivent. La neige est là, ça à fond les ballons. Joyeux Noël. Joyeux Noël, oui. Merci, au revoir. Bonne continuité. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oh, quel moment magique qu'on vient de vivre avec notre invité de cette semaine, Chloé Lemaire, en France. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je ne sais pas si son image est un peu foncée. Écoutez, il faut pardonner, on n'est pas toujours parfait. Je n'ai pas eu la chance de pouvoir faire des pré-enregistrements avant. Fait que, bref, l'écoute est bonne. Donc, je vous souhaite que vous ayez aimé beaucoup le podcast. Partagez, petit pouce en l'air. Écoute, on ne va pas souvent en France, fait que c'est important de faire des petits pouces en l'air. Puis partagez, puis abonnez-vous à la page. Ça fait toujours plaisir. Plus qu'on est de monde, plus que c'est le fun. Fait que merci à vous. Merci. Bonne journée.